Ce matin, on vous a parlé de la situation sur le terrain. Je pense qu'on peut résumer en 3 mots ce qui a été dit. La situation est extrêmement difficile. Elle exige une attention urgente sans laquelle on s'approche du chaos. On va se demander maintenant comment les gouvernements répondent aux crises auxquelles font face les populations vulnérables. On a posé la question à François Delorme, professeur associé au département de sciences économiques de l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke. François Delorme travaille aussi à la chaire en fiscalité de l'Université de Sherbrooke avec le professeur Luc Godbout. Il s'intéresse particulièrement aux conditions économiques de la classe moyenne et aux inégalités. Voici François Delorme. Alors, on m'a dit qu'il y avait un pointeur. Oui, pour changer. Ah, il est ici. Parfait. OK. Parfait. Alors, il y a beaucoup de monde que je connais ici. Enchanté d'être parmi vous. J'arrive tout juste de Sherbrooke. Ah, vous m'entendez pas? Est-ce que là, ça va mieux? Parfait. Alors, comme je vous disais, j'arrive tout juste de Sherbrooke où les routes sont encore pas mal enneigées. Mais je pense qu'à Montréal, c'est encore pire parce que, en tout cas, je pense qu'on est mieux à vélo d'hiver qu'en voiture pour ici ou le transport en commun. On m'a demandé de faire un genre d'inventaire des mesures, les mesures de soutien public qui ont été faites par les gouvernements pendant, je veux dire, des crises. J'en ai identifié 3. En gros, le bilan que j'en fais, c'est que les gouvernements, juste pour vous dire un peu où est-ce qu'on s'en va, le bilan des gouvernements a été assez positif en termes d'activisme. Est-ce qu'ils ont aidé ou ils n'ont pas aidé? Est-ce qu'ils ont laissé les gens sur place? Est-ce qu'ils ont laissé sans soutien? Évidemment, ça n'a pas été le cas, mais je pense que si je me fie aux travaux qui ont été faits à la chaire en fiscalité, entre autres, le parapluie est beaucoup plus grand et large et déployé que ce qu'on en a pensé. Puis ça m'a amené à poser des questions, parce que la 3e crise que j'ai identifiée, c'est celle qu'on vit en ce moment avec les tarifs. Et moi, je suis très sollicité en ce moment depuis, ça c'est ma première conférence, mais je vous donne 4 conférences en 7 jours, dont 3 sur les tarifs. Et de la Fédération des chambres de commerce du Québec, l'Association des exportateurs, manufacturiers exportateurs. Les gens veulent savoir où est-ce qu'on s'en va, est-ce qu'il y a moyen de se sécuriser. Et évidemment, en crise, on l'a vu pendant la pandémie, on est comme tétanisé et ça nous empêche une des raisons psychologiques ou un des facteurs psychologiques les plus importants, c'est que ça nous paralyse et on est en attente. Et au niveau de l'activité économique, ce qu'on voit en ce moment va se matérialiser dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Et je ne pense pas qu'on prenne toute la mesure en ce moment de l'incertitude par laquelle on passe en ce moment. Alors, je vais quand même y aller avec mon inventaire. Et l'idée ici, la question que je me suis posée, parce que moi, je ne suis pas très bon pour faire des choses là, comme des listes d'épicerie, puis le gouvernement fait ci, puis le gouvernement fait ça. À la fin, j'aime toujours un peu me poser des questions sur est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Est-ce que l'intervention publique était pas seulement justifiée, mais philosophiquement parlant, si la population et les entreprises sont habituées à on vit un moment difficile, on va se faire aider. Est-ce que c'est une bonne façon de procéder ou oui, c'est vraiment le rôle d'un État-providence? Puis c'est drôle parce que en ce moment, il y a eu un dossier dans la presse hier sur l'État-providence avec lequel j'étais assez d'accord, sauf l'éditorial. Et j'ai écrit à Stéphanie Gramont là-dessus, puis on a eu des échanges. Puis aujourd'hui, il y a encore un autre article de Joël Denis Bellavance sur « Ah, bien, c'est la même chose au fédéral, puis on est dans une crise, puis ça n'a pas de sens, puis on ne pourra pas se payer tout ça, puis on s'en va vers des mesures d'austérité. » Puis moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ça, puis Geoffroy, qui est ici, est un ancien des finances aussi. Quand on est habitué à travailler avec les chiffres,
bien, on voit un peu qu'il y a des façons de présenter les chiffres par les journalistes souvent ou les médias ou certains analystes qui sont un peu catastrophistes, qui sont un peu alarmistes. Et quand on s'assoit puis on se dit, bien, non, c'est pas exactement la même chose. Là. Quand on met ça en proportion ou on les présente de la bonne façon, on voit que la situation est peut-être pas aussi, peut-être même pas préoccupante. Okay? Alors, c'est ça mon rôle. Moi, mon rôle, j'enseigne, mais dans mon enseignement, mon but principal, c'est un rôle de déconstructeur. Okay? On enseigne la théorie économique, j'essaie de montrer, ben, oui, mais on arrive à ce résultat-là parce qu'on a posé telle hypothèse. Et c'est exactement la même chose au niveau des crises. Okay? Pourquoi est-ce qu'on en arrive à des crises et comment est-ce qu'on peut réagir vis-à-vis des crises? Et c'est quoi notre conception de l'État, finalement? Est-ce que l'État doit être très activiste ou non, il doit dire, bien, tu sais, arrangez-vous, puis si vous aviez été plus prévenant, ben vous ne seriez pas dans cette situation-là, ou si vous aviez épargné, ou donc, c'est une question philosophique où il n'y a pas de bonne réponse. Est-ce que le modèle de l'État, c'est celui des États-Unis, où il y a peu de taxation et peu de soutien public, ou c'est celui de la Suède, qui est une économie, ou la Finlande, de haut taux d'imposition, mais avec un filet social qui est tissé très serré? Bien, la réponse, c'est que ça dépend du consensus social, puis c'est un peu à ça qu'on va en arriver à la fin. OK, donc, là, je vais essayer de vous présenter ça. Donc, les gouvernements ont mis en place des mesures de soutien massif, et dans mon inventaire, comme je l'ai dit, on va voir qu'il y en a eu beaucoup, et les 3 crises que j'ai identifiées dans les 3 récentes crises avec les organisateurs ici, c'est on a convenu avec les organisateurs, c'est la COVID-19, c'est la période inflationniste de 2002-2023, et heureusement, parce que je n'aurais pas eu assez de matériel pour 40 minutes, c'est les tarifs de Trump de 25 %. Et ça m'aide beaucoup pour me donner beaucoup de matériel. Et donc, on va voir comment est-ce que l'État peut contribuer à amortir ces chocs-là pour les individus et les entreprises. Donc, COVID-19, inflation, tarifs américains. On m'a demandé aussi de voir un peu quel est l'impact sur le panier d'épicerie. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens? Tout le monde parle qu'on n'arrive pas, les prix sont trop chers. Il y a des présomptions de pouvoir de marché indu au niveau des grandes chaînes d'alimentation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est quoi l'impact sur les plus vulnérables? Et je me suis inspiré des travaux de l'IRIS là-dessus, de Evelyne Couturier. Et est-ce qu'à la fin, on doit repenser le soutien de l'État lorsque des crises surgissent? Alors, ça, c'est toute la liste des programmes qui ont été déployés par les gouvernements. Okay? Et ça, c'est un recensement qui a été fait par la chaire de fiscalité et en finances publiques. Et on voit qu'il y a des mesures d'application générale qui s'appliquent aux particuliers. Il y en avait plusieurs. Beaucoup de politiques qui ont été déployées aussi pendant la COVID-19 par les entreprises. Et il y a aussi des mesures de fiscales d'assouplissement sur le report de production de rapports d'impôts et ce genre de choses-là. Donc, on voit qu'il y a eu beaucoup de mesures différentes pour cibler les bas revenus, la population en général, les PME, les grandes entreprises, les entreprises qui étaient exportatrices, celles qui ne l'étaient pas, mais on a comme déployé, au lieu de prendre une mesure universelle, on a employé beaucoup de mesures sélectives pour essayer de cibler les cas particuliers. Et en gros, on a beaucoup utilisé des subventions, mais aussi des prêts et des garanties de prêts et des congés de taux d'intérêt, de coûts d'emprunt. Alors, on les connaît. Celle qu'on connaît le plus, c'est la PCU, parce qu'évidemment, on a tous entendu des problèmes administratifs qu'il y a eu avec l'administration de cette politique-là, mais la PCU qui ciblait les particuliers. Ensuite, il y a eu la subvention salariale d'urgence du Canada. Ça, c'est au niveau fédéral, au niveau des entreprises. Ça, j'ai sélectionné les plus importantes en termes de montant, mais ça, c'est celle dont on a entendu parler. Le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes aussi, c'est un peu quelque chose qui a été important. Et souvent, c'était, dans ce cas-là, des prêts à taux privilégiés ou des garanties de prêts, où il y a eu des subventions aussi salariales.
Alors, pour le provincial, on a eu le programme d'aide d'urgence aux PME, et ça aussi, c'était des politiques de prêt ou de garantie de prêt. Et pour le provincial, ça a été surtout ça, des mesures de prêt et d'accès à des fonds d'urgence, par exemple jusqu'à 50 000 pour les petites PME dans le cas du Québec. Donc, c'est comme ça que le Québec les a soutenus plutôt par le biais des subventions comme on a eu au fédéral, que ce soit pour les individus ou pour les entreprises. Ensuite, la deuxième crise qu'on a eue, c'est la crise inflationniste dont on n'est pas sorti, à mon avis. Et donc, il y a eu des ajustements de taux d'intérêt et il y a eu le soutien ciblé aux ménages à faible revenu. Donc, ce qui est intéressant avec ce graphique-là, c'est qu'on voit comment le taux d'inflation, l'IPC, la croissance de l'IPC dans le temps a augmenté et comment est-ce que le taux directeur a changé en réponse aux tensions inflationnistes. Et là, beaucoup de personnes se disaient, bien, est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que revenir à une cible de 2 % puis augmenter les taux d'intérêt pour vraiment juguler l'inflation, c'était la bonne chose? Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a toute une discussion chez les économistes à savoir si la cible de la Banque du Canada de 2 % c'est une bonne cible. En ce moment, on cible 2 avec une fourchette de 1 à 3, mais il y a beaucoup d'économistes qui pensent que ça, c'est trop sévère et que ça déclenche des hausses de taux directeurs qui sont trop importantes. Et des gens comme Pierre Fortin, par exemple, défendent une cible qui serait plus dans le 4 % donc qui permettrait d'avoir quand même un peu d'inflation, parce qu'il faut quand même un peu d'inflation pour que les salaires augmentent, pour qu'il y ait une circulation du mouvement des prix dans l'économie. Mais pourquoi 2? Hein? Pourquoi pas 4? Okay? C'est comme le déficit zéro. Pourquoi 0 et pourquoi pas plus 1 ou moins 1? Okay? Il y a des chiffres magiques comme ça qui sortent qu'on ne sait pas toujours d'où ils viennent. Okay? Et donc, ce n'est pas la théorie économique, nous, comme économistes, qui peuvent nous dire « oui, il faut absolument avoir un déficit zéro » ou « oui, il faut absolument… » La théorie économique nous donne une direction comme quoi il faut avoir 2 %. Ça n'existe pas en économie. Okay? Alors, on voit très bien que le taux directeur a répondu de façon importante. On le voit, ça a augmenté, ça a augmenté, ça a augmenté. Puis, dès qu'il y a eu un sommet, en juillet à peu près, c'est là où il y a eu presque aussi le sommet des taux directeurs quelques mois après. Et donc, on a eu aussi, quand il y a eu la crise inflationniste, un soutien ciblé aux ménages à faible revenu. Alors, il y a eu des remboursements pour l'épicerie, ça a été annoncé dans le budget de 2023. Il y a eu beaucoup de mesures, évidemment, qui ont ciblé les familles à faible revenu. Les couples avec 2 enfants avaient le droit jusqu'à 467. On va voir que ces montants-là, quand même, je vais vous présenter tout à l'heure un peu ce que c'est quand on essaie de comparer les mesures de faible revenu ou le seuil de pauvreté, que ça, c'était bien, mais c'était quand même assez marginal en termes de soutien. Mais c'était là pareil. Les personnes seules sans enfants, jusqu'à 234. Les personnes âgées, en moyenne, 225. Et ces paiements-là ont été versés quand même à 11 millions de personnes et de familles à faible revenu modeste à partir du 5 juillet 2023. Donc ça a couvert tout ce qui touchait aux dépenses en aliments et boissons. Ensuite, il y a eu une allocation canadienne pour les travailleurs bonifiés. C'est un crédit d'impôt remboursable destiné à compléter le revenu des travailleurs à faible revenu. Donc encore, on cible les faibles revenus. L'allocation canadienne pour le logement, ça c'est au niveau fédéral, donc c'était pour aider les locataires, cette fois-ci, à faible revenu. Le gouvernement a augmenté sa contribution à l'allocation canadienne pour le logement. Et ensuite, à Québec, il y a eu le bouclier anti-inflation dont on a beaucoup entendu parler. Alors, il y avait plusieurs volets à ça. Il y avait le versement d'un montant ponctuel pour le coût de la vie. Alors ça, c'était un paiement unique, discrétionnaire, qui pouvait atteindre 600 $, qui a été versé à environ 6,5 millions de Québécois avant la fin de 2022. Et ça visait à aider les citoyens à faire face à l'augmentation des dépenses courantes, aussi ciblées sur des dépenses
nécessaires comme l'épicerie et le logement. Donc ça faisait le premier volet du bouclier anti-inflation. Ensuite, il y a eu la bonification au crédit d'impôt pour le soutien aux aînés. Et je ne l'ai pas dit, mais ça touchait un montant de 13 milliards sur 5 ans, ce bouclier anti-inflation-là, qui était quand même assez significatif. Donc, pour le crédit d'impôt pour les personnes âgées ou les aînés, le montant maximal est passé de 411 à 2000. Donc, ça a augmenté l'aide financière pour les 70 ans et plus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une discussion sur est-ce que c'est 75, 70, 65. Finalement, on a décidé que c'était 70. Et cette bonification-là a permis à peu près 400 000 aînés supplémentaires de bénéficier du soutien et ça a porté le total à 1,1 million de bénéficiaires. Troisième élément dont on a beaucoup parlé parce qu'il était très politisé, c'était la limitation de l'augmentation de certains tarifs à 3 %, entre autres en ce qui a trait à les tarifs d'Hydro-Québec. Okay? Donc, on veut limiter l'impact de l'inflation sur les dépenses de ménage. On a plafonné différents tarifs, 3 % pour 4 années, et ça touchait Hydro-Québec, et ça touchait aussi les permis de conduire, les frais de service, mais on a beaucoup parlé d'Hydro-Québec parce que à ce moment-là, on disait chez les économistes, entre autres qui s'occupent d'énergie, que ça n'envoyait pas le bon signal. On disait, bien, ça limite la croissance des coûts des tarifs d'électricité à 3 %, puis ça, on comprend pourquoi on le fait, mais en même temps, on sait très bien que pour les projets que veut entamer Hydro-Québec et pour envoyer un signal de prix qu'il faut économiser l'énergie, bien, de ce côté-là, ça n'envoyait pas le bon signal. Et c'est ça la politique, le débat qu'il y a eu en termes politiques, et ça a pris l'intervention du premier ministre pour dire, bien, c'est 3 %, même si son ministre, Fitzgibbon, disait, bien, il faudrait que ça soit plus élevé que ça. Okay? Et ça touchait aussi les contributions en CHSLD. Donc, encore là, l'éventail était assez important. La dernière crise qu'on a identifiée, c'est la crise des tarifs. Alors ça, je ne sais pas quoi vous dire, okay, parce que ça change à chaque demi-journée. Okay? Et on n'a rien vu de ça parce qu'il y a quand même 3 hausses à partir du 2 mars, du 6 mars et du 11 mars qui vont se concrétiser à ce moment-là. Mais moi, j'ai pris ce qui avait été annoncé jusqu'à maintenant. Et donc, on a eu le 25 % de Trump. Est-ce qu'il va avoir un 50 % sur l'aluminium et l'acier, par exemple, qui, sans aucun doute, enverrait en faillite des alumineries comme Alouette, par exemple, qui ne peuvent pas se permettre d'avoir une majoration des prix à l'exportation de 50 % et deviennent complètement non concurrentiels. Et donc, le Canada a rétorqué à ça dans une première phase, vous le savez, avec un contre-tarif, ce qu'on appelle des mesures de rétorsion tarifaire de 25 % sur 1256 produits américains, touchant notamment le jus d'orange, on en a tellement parlé du jus d'orange, les produits de soins corporels, c'est comme la crème que moi je me mets ici, c'est touché par un tarif, et les motos, entre autres. Alors, ces contre-mesures-là devraient affecter à peu près des importations d'une valeur de 30 milliards de dollars canadiens. Il y a une deuxième phase qui est prévue après le 2 mars, on verra ce qui va se passer à ce moment-là, qui pourrait toucher un volume d'importation ou une valeur d'importation avec les États-Unis qui est beaucoup plus importante. Au niveau provincial, il n'y a rien eu encore de décidé au Québec. Le premier ministre en a parlé. Lui veut imposer une taxe à l'exportation sur l'aluminium et l'acier. L'industrie est tout à fait pas d'accord. Ça serait comme, dans un sens, se tirer dans le dos. Mais l'Ontario, Doug Ford a décidé, déjà, il a annulé son contrat avec la compagnie d'Elon Musk, Starlink, pour l'Internet à haute vitesse en région rurale. Et il a interdit aux compagnies américaines de soumettre au contrat public une mesure qu'on va sûrement voir au Québec, d'ailleurs, si jamais les tarifs se concrétisent, à mon avis. Le gouvernement de la Colombie-Britannique aussi, ce sont les deux seuls qui ont pris des mesures jusqu'à maintenant, vraiment des mesures décidées, là, avalisées. Ils ont décidé d'accélérer 18 projets miniers et énergétiques dans un contexte d'autosuffisance ou de plus grande suffisance, représentant
une valeur d'environ 20 milliards de dollars afin de diversifier son économie et de réduire sa dépendance au marché américain. Il y a aussi eu, au Québec, mais j'ai dit qu'il n'y en avait pas, mais c'est assez mineur, le retrait des produits américains des succursales de la SAQ. Et ce que le gouvernement a laissé planer, c'est que la ministre Christine Fréchette l'a dit, si jamais il y a des tarifs, le gouvernement va être là. Okay? Ce que ça veut dire, on ne sait pas, mais on sait qu'il va y avoir une aide quelconque au niveau des entreprises qui vont être touchées, qui sont très dépendantes du marché américain au niveau de leurs exportations. Alors, avant de passer aux mesures de soutien à l'épicerie, c'est intéressant de voir une partie du travail que je fais en ce moment auprès de certains groupes manufacturiers ou certaines grappes industrielles, c'est d'essayer, il n'y a pas de façon facile d'évaluer la vulnérabilité des industries face aux tarifs. Okay? Donc, ce qu'on fait d'habitude, c'est on regarde quelle est la proportion dans l'industrie de la fabrication, par exemple, l'industrie manufacturière, on voit quelle est l'orientation des exportations par rapport au marché américain, parce qu'il peut y avoir des exportations ailleurs. Et ça nous donne une idée du nombre d'emplois qui pourraient être touchés. Et quand on fait le mouvement des jardins, les études économiques, Jimmy Jean a publié une étude la semaine dernière à peu près qui montrait quelles entreprises ou quelles industries par codicien, ça veut dire par classification industrielle, étaient soit affectées très affectées en rouge, modérément affectées en orange et peu affectées en vert. Et ça montrait en gros que si on regarde un peu les chiffres, il pourrait y avoir entre 25 et 50 000 emplois qui pourraient être complètement lessivés par un tarif de 25 okay? Et donc, moi, je prends le cas de mon frère qui travaille chez BRP à Valcourt. Bien, il dit, nous, c'est sûr que si il fait des motoneiges, si on est frappé d'un tarif à l'exportation, des tarifs sur les exportations canadiennes de motoneige, par exemple, nous, on n'est plus à Valcourt. Okay? Il faut trouver une façon de se délocaliser. Puis la solution au Mexique, ça n'en est pas une parce qu'eux aussi sont touchés. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas compétitif par rapport à Polaris, par exemple, qui est notre principal concurrent. Alors, ce n'est pas seulement des impacts sur des entreprises particulières, c'est des impacts importants sur des écosystèmes. Okay? On parle des alumineries, par exemple, à Saguenay. Bien, c'est sûr que c'est un désastre là, pour eux, parce qu'il n'y a pas de diversification économique. Ce n'est pas comme à Montréal où il y a plus de variété, puis c'est ce qui nous a aidés. Hein? Pierre Fortin a beaucoup écrit là-dessus sur qu'est-ce qui a permis au Québec de s'en tirer mieux que les autres en Amérique du Nord après la crise de 2008. Bien, c'était la diversification économique du Québec, okay? Sa variété au niveau de sa structure industrielle, plutôt que d'être concentré, par exemple, comme les États-Unis, comme l'Ontario, beaucoup sur l'industrie automobile et l'industrie des pièces automobiles. Okay? Une diversification qui est beaucoup moins importante. Donc, on pourra en parler dans la période de questions, mais c'est intéressant de voir comment, en ce moment, il y a comme deux horizons de réflexion. Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite? Parce que la réponse des politiciens, ça a été les tarifs, il faut diversifier. Mais diversifier, ça ne se fait pas la semaine prochaine. Ce n'est pas parce que moi, je ne sais pas, moi, je suis exportateur de tofu aux États-Unis. Bien, OK, mais je veux maintenant débloquer mon marché au Vietnam. Ça ne se fera pas demain, puis ça ne se fera pas cette année, puis ça ne se fera peut-être pas dans 2 ans non plus. Puis peut-être que le Vietnam, ils n'en veulent pas de tofu québécois. Okay? Ils préfèrent le tofu domestique. Tu sais? Donc, c'est une solution, oui, il faut diversifier, mais c'est une solution qui est difficile à mettre en place. Et donc, il faut trouver des façons à court terme d'éponger ce choc-là qui va permettre d'accompagner les entreprises vers une diversification et vers quelque chose qui développe davantage d'autosuffisance. Mais c'est sûr que, on dit toujours que chaque crise est une opportunité, mais là, on en a une. Puis on ne reviendra pas à ce qui était avant, en tout cas pas au moins pour 4 ans. Puis même si Trump n'était pas, admettons qu'il ne change pas la Constitution. Okay? Et donc, admettons qu'il n'est pas là. Mais les changements qui sont apportés par la présidence de Trump, que ce soit au niveau économique ou géopolitique,
vont le dépasser, vont excéder son mandat. Ça va durer une décennie ou deux, tu sais. Puis peut-être que ça ne reviendra jamais. Hein. Alors, les mesures de soutien pour l'épicerie, c'est important, je trouve, de mettre l'emphase là-dessus parce que moi, ce qui me touche dans les crises, quand on les subit, c'est, je ne sais pas, moi, je suis capable de faire face à des crises parce que j'ai des moyens, j'ai une famille, j'ai une organisation, un tissu social qui me permet de bénéficier de la solidarité des autres et je suis assez dans une position financièrement enviable pour pouvoir faire face à ça. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes au Québec et c'est ça dont il faut se préoccuper. Alors, au niveau de l'épicerie, c'est intéressant de voir, moi je voulais voir c'était quoi le taux d'inflation au niveau des aliments et ce n'était pas seulement le taux d'inflation, mais ça touche quelle proportion des dépenses des ménages. Donc, on voit que ça a vraiment beaucoup augmenté en 2023 et en 2022 et 2023. Ça a retombé un peu en 2024, mais les chiffres d'inflation de l'IPC qui sont sortis avant hier montrent une reprise de l'inflation. Okay, donc, on n'est pas stabilisé encore, puis ce qui va se passer aux États-Unis va avoir un gros effet au niveau de l'inflation au Canada et au niveau de l'inflation aux États-Unis aussi. Donc, ça tourne à peu près, ça dépendait, c'est assez variable, mais on va dire que ça touche autour de 11 à 16 % en termes de proportion du budget que les gens consacrent aux aliments. Okay, la dernière statistique auquel j'ai eu accès, c'était autour de 16 % mais historiquement, c'était plus autour de 11-12 %. Okay? Ensuite, j'ai fait la même chose au niveau du logement. Donc, on voit encore que ça a augmenté. 2022, à peu près 11 %. C'est resté à 8 puis ça reste encore élevé en ce moment. Mais ça, c'est 30 à 35 % du budget. Donc, on pourrait dire que les conséquences inflationnistes, à cause du haut taux d'inflation, puis à cause de la proportion qui est consacrée au budget pour le logement, c'est plus important, c'est plus grave pour les situations, les personnes à bas revenus, puis même pour tout le monde, mais en général, en particulier pour les personnes à bas revenus. Le transport, j'ai pris les 3 plus grandes catégories. Donc, le transport, grosse augmentation. Le transport, il y a le coût de l'essence là-dedans, le prix de l'essence. Okay? Et ça, c'est autour de 15 %. On voit qu'il y a eu un pic à 16,1 Petite compensation, le taux d'inflation sur l'essence avant-hier a diminué de 0,1 %. Donc, ça aussi, on peut peut-être penser que ça ne durera pas, mais on voit qu'il y a eu un gros pic. Et ça, quand on met ça en comparaison avec la hausse du taux directeur ou la hausse du taux d'intérêt, on voit que la réponse de la banque a été très, très incisive. Okay? On veut absolument réduire, puis ils ont réussi jusqu'à maintenant. Et donc, quand on met ça ensemble, ces 3 catégories-là, c'est 66 %, c'est 2 tiers des dépenses des ménages, okay, qui ont été touchées en 2022-2023 autour de 8, 10, 11 % d'inflation. Okay. Et donc, l'IPC global, lui, est augmenté de 6,8 %, qui a été, en 2022, la plus haute hausse depuis 1982. Et 1982, là, vous êtes tous trop jeunes, okay, pour se rappeler, oui. Mais moi, ma première maison, on avait un taux de chômage. On parlait de stagflation dans ce temps-là. Okay, Geoffroy, tu n'as pas connu ça. Tu n'étais même pas né. On avait un taux d'inflation de 12 %. On avait un taux de chômage de 12 % et mon prêt hypothécaire de ma première maison, c'est 21 %. Okay? Fait que ça c'était tough. Okay? Puis quand on parle d'abordabilité aujourd'hui, les gens qui ont vécu ça dans les années 80, cette période de stagflation-là, il y avait beaucoup d'inflation. Il y a eu un contrôle des prix et des salaires au Canada en 75-76. On n'avait pas le droit d'augmenter les prix ou les salaires de plus que 5 et 6 %, même si l'inflation était dans les 2 chiffres. Okay? Donc, les périodes d'inflation élevée avant les années 80, on a connu ça. Ce n'est pas un précédent, la situation qu'on vit en ce moment. Mais la façon dont les bas revenus sont affectés, ça, c'est peut-être différent. Et ce qui a beaucoup changé, à mon avis, par rapport à cette période-là, c'est le taux d'endettement.
Les gens sont très endettés, c'est autour de 180 du revenu. Bien, ce n'était pas le cas dans les années 80. Et aujourd'hui, quand la politique monétaire devient restrictive et augmente les taux d'intérêt et les taux d'emprunt, les gens qui ont contracté des taux fixes en ce moment à 2, 2,5, 3 qui vont renouveler cette année, parce que le 5 ans, souvent, il vient à échéance à 2025, ça va être autour de 5-6. Donc, si j'ai acheté une maison qui est au-delà de mes moyens, puis j'étais vraiment à la limite quand il y a 5 ans, c'est sûr que je ne peux pas, je pourrais pas, aucune façon je vais pouvoir être capable de payer la nouvelle hypothèque. Et ce qui fait le plaisir des banques d'ailleurs. Donc, les prix des aliments en 2022 ont augmenté d'à peu près 10 %. Le logement, ça c'est juste 2022. Prix de l'essence, presque 30 % en 2022. Okay. Alors, dans quel sens est-ce qu'on devrait se préoccuper du prix de l'essence? Bien, à Montréal, si vous êtes de Montréal, c'est pas trop important. Vous avez une voiture et vous en servez pour aller faire du ski à Bourmont la fin de semaine. T'sais. Mais les gens en région, okay, moi j'habite dans un coin complètement reculé où j'ai pas de métro, j'ai pas d'autobus, j'ai même rien. Okay? Et donc, moi je suis très dépendant de la voiture. Donc moi je suis vraiment touché, puis moi j'ai une vie confortable. Là. Mais les gens qui vivent en région, qui sont des agriculteurs, qui ont besoin de beaucoup de mazout, par exemple, pour leur machinerie, eux autres sont touchés de plein fouet par ça. Donc, l'impact sur les plus vulnérables, et ça, je me suis inspiré vraiment des chiffres de l'IRIS là-dessus, mais je voulais voir qu'est-ce qui nous restait au niveau des bas revenus quand on est touché par des crises comme celle-là, et ça touche la crise inflationniste. Alors, j'ai pris les chiffres de 2024, puis c'était quoi ce qu'on appelle le seuil de pauvreté ou la mesure du panier de consommation, qui est il y a 3 mesures du seuil de pauvreté ou des mesures de faible revenu, comme on les appelle au Canada. Puis la MPC, c'est celle qui est la moins généreuse. Okay? Les autres mesures amènent à avoir des niveaux de seuil de pauvreté qui sont plus élevés. Okay? Et donc, le seuil de pauvreté en 2024, j'ai pris juste la région de Montréal, j'aurais pu choisir d'autres régions, mais c'était 24 476. L'IRIS calcule aussi un revenu après impôt nécessaire, qui est une mesure spécifique là, qui est bonifiée de 7 % par rapport à la MPC. Puis, si on utilise leur concept de revenu viable, qui est un concept qui est beaucoup plus généreux dans le sens où il englobe des dépenses qui sont plus grandes. Donc, on a besoin d'un revenu qui est plus élevé pour pouvoir éponger ces dépenses-là dans un panier qui est beaucoup plus large, c'est 38 479. Donc, ça, c'est, rappelez-vous du rectangle vert avec les 2 chiffres, 25 500 entre autres, puis 38 500. C'est ça les 2 chiffres importants. Okay? Et là, après, on prend les dépenses, toujours en 2024, qui constituent la MPC. Donc, la MPC calcule ce dont tu as besoin à partir d'un certain minimum dont tu as besoin par catégorie. Okay? Contrairement, par exemple, à d'autres mesures, comme par exemple la mesure de faible revenu, MFR 50, qui dit on prend le revenu médian, puis le seuil de pauvreté, c'est 50 % de ça. Puis on peut même avoir la MFR 60. Okay? Et donc, au niveau de la MPC, la nourriture, c'était 6 812 en 2024, 1104. Okay, c'était ça, les dépenses minimales que l'on devrait couvrir par l'aide sociale ou par les programmes sociaux. Et donc, 2244, le logement, 6 000. Et donc, on en arrive à la somme de tout ça qui était 23 024. Ça, c'est en 2024, à Montréal toujours. Et donc, quand on met en contraste le revenu, par exemple, la MPC, qui est la mesure du seuil de pauvreté ou de faible revenu qui est utilisée dans tous les programmes sociaux, on se sert de ça, la MPC, pour calculer l'aide sociale, pour calculer d'autres programmes sociaux fédéraux aussi, eh bien, on en arrive à 25 476, ça c'est le chiffre que j'avais avant, 38 500. Puis si on prend la colonne verte moins la colonne rouge, okay, qui est le total qui est là, eh bien, on en arrive à qu'est-ce qui reste à quelqu'un qui vit à Montréal,
qui reçoit une prestation basée sur la MPC et qui a des dépenses qui équivalent aux composantes de la MPC, on en a il reste 2500 $. OK? Pas beaucoup sur une année. Je ne l'ai pas fait diviser par 12, là, mais j'aurais pu le diviser par semaine. OK? Et si on prend une mesure plus généreuse de protection des plus pauvres, avec le revenu viable, on en arrive à, bien, il reste 15 000 $, OK? Donc autour de 1 100 $ par mois. OK? Donc, on pourrait dire, puis ça, c'est juste des approximations. Okay? On pourrait dire que pour la personne qui est le cas, qui est légiférée, les politiques publiques en place, il reste quasiment plus rien. Okay? Alors, c'est important de prendre, vous êtes de l'Union des consommateurs, tout le monde est consommateur. Okay? Tout le monde a des besoins de base, des besoins en logement. Donc, comment est-ce qu'ils font, ces gens-là, pour se débrouiller? Et c'est pour ça qu'on voit, entre autres, une des conséquences collatérales de ça, c'est l'explosion au niveau des taux d'itinérance. Okay? Alors, c'est ça. Alors, pourquoi est-ce que les aliments ont augmenté autant? C'est les coûts de production accrus, l'énergie, on a vu que ça a augmenté, la main-d'œuvre, les salaires ont augmenté, les intrants agricoles. Il y a eu des perturbations qui ont duré à la suite de la crise de la COVID-19 au niveau des chaînes d'approvisionnement et la hausse des coûts de transport. C'était surtout ça. Donc, les mesures gouvernementales pour l'alimentation spécifiquement, il y a eu le remboursement pour l'épicerie en mai 2023, donc une aide ciblée pour les ménages à faible revenu. Il y a eu l'engagement des grandes chaînes d'épicerie de faire un effort. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Loblaws ici ou qui pourrait nous témoigner à cœur ouvert de son engagement. Ah, c'est vrai, ils ont un nouveau projet d'investissement. Et le congé partiel d'ATPS, qui est un casse-tête épouvantable pour les PME. T'sais. Donc, c'est une mesure qui était politiquement... qui n'a même pas été politiquement rentable, là, mais qui a été annoncée pour des mesures, à mon avis, pour des raisons électoralistes, mais qui est un casse-tête administratif pour les PME. À Québec, ça c'était au fédéral, à Québec, il y a eu le programme de soutien aux producteurs agricoles pour essayer d'atténuer les coûts. Donc encore là, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'interventions qui ont été faites pendant la période inflationniste et des initiatives, on parle d'initiatives, là, on ne parle pas de mesures concrètes qui ont été faites pour encourager l'achat local et les circuits courts. François? Alors, c'est quoi la conclusion, en tout cas ma conclusion de tout ça? C'est que l'aide financière était opportune, mais insuffisante face à la hausse des prix, notamment pour les gens à faible revenu qui, à mon avis, ne s'en sont pas sortis. Il y a eu des facteurs mondiaux qui exercent une pression sur les prix des aliments. Ça, on le sait, la guerre en Ukraine, par exemple, a eu un effet là, sur le prix des aliments. Et il y a eu des subventions et des aides qui peuvent aider, mais en même temps peuvent, comme effet indirect, contribuer à alimenter l'inflation aussi. Mais ça, c'est un effet plutôt négligeable, à mon avis. Donc, les aides publiques, elles ont atténué les effets de la crise, mais elles n'ont pas réussi à stopper l'augmentation du coût du panier d'épicerie qui augmente encore. Et donc, il est nécessaire d'adopter des stratégies à long terme pour stabiliser les prix et soutenir les consommateurs. Donc, les mesures ponctuelles, ça donne un répit temporaire, mais c'est pas quelque chose, c'est pas une mesure structurelle qui va vraiment aider les gens, surtout les plus vulnérables, à passer à travers. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça, au niveau des interventions publiques? Est-ce que ces interventions publiques-là, est-ce qu'elles devraient être mieux ciblées? Est-ce qu'elles devraient être plus importantes? Je reviens encore à la discussion dont j'ai fait état au début sur l'État-providence. Okay? Qu'est-ce qu'on veut comme société? Okay? Une société avec un filet social avec des mailles qui sont tissées serrées ou un filet social où les mailles sont beaucoup plus larges ou pas de filet, point. Okay? Donc, il faut réfléchir à ça. C'est pour ça que moi,
quand je vois des articles comme celui de ce matin sur l'État-providence au fédéral ou la série qu'il y a eu dans la presse avant-hier, on présente ça comme on ne peut plus se payer l'État-providence. Et c'est pour ça que je fais le lien avec quand on est capable d'évaluer les finances publiques correctement, parce que le graphique que vous avez sûrement pas noté, mais que les économistes peut-être ici en finances publiques ont noté, c'est Stéphanie Gramont a montré un graphique qui dit, le titre c'était « A-t-on encore les moyens de se payer un État-providence ?» Puis là, elle montre une des simulations qui a été faite à la chaire, qui est le scénario le plus irréaliste. Ça ne veut pas dire que le scénario n'était pas irréaliste, mais dans les scénarios présentés, c'est celui où on suppose que le déficit de 11 milliards, bien, il n'y aura pas de mesures correctrices qui vont être prises. Puis là, on voit le ratio, la dette augmenter et exploser. Okay? C'est le graphique qu'ils ont choisi. Ils auraient choisi n'importe lequel des autres courbes sur le même graphique du document de la chaire, que tout cet argumentaire-là serait tombé à l'eau. Parce que les finances publiques au Québec et les finances publiques au fédéral sont soutenables. Okay? Donc, si je vous dis qu'il n'y a pas de problème des finances publiques, puis le directeur parlementaire du budget, dans son évaluation sur les finances publiques fédérales, montrait qu'il y a encore de l'espace, si on voulait, pour couper les impôts ou augmenter les dépenses. Fait que je ne comprends pas. Okay? Honnêtement, là, j'ai un ami proche avec qui j'ai publié 3 livres, là, qui s'appelle, je ne le nommerai pas, là, mais ses initiales sont GF. Puis j'ai dit tout le temps, pourquoi est-ce que tu continues à mousser la dette historique, le solde budgétaire, le déficit historique du Québec, quand tu sais que c'est autour de 1,5 % du PIB? Tu sais? Il dit, mais les gens aiment ça. Les gens, on a plus de clics quand on mentionne le 11 milliards que quand je parle du 1,5. Je dis, OK, mais c'est de la télé, François, qui me dit. C'est de la télé. OK? OK, mais moi je peux pas cautionner ce genre de choses-là. Et c'est pour ça que quand il y a des articles comme ce matin avec Joël Denis Bellavance, je ne peux pas rester silencieux vis-à-vis de ça. Et c'est important de corriger les choses. Alors, est-ce que le soutien public doit être systématique? Est-ce qu'on devrait avoir des déclencheurs automatiques, comme on a des stabilisateurs automatiques, comme l'assurance chômage, pour pouvoir aider les plus vulnérables en cas de crise? Est-ce que s'ils existent, ces mesures-là devraient être consolidées? Les risques à long terme, bien, c'est certain que si on augmente la densité des mailles du filet social, c'est sûr que ça met des pressions sur le déficit budgétaire ou le solde budgétaire, l'inflation et peut-être une perte de confiance en l'État qu'on a perdu le contrôle des finances publiques, comme le dit le chef conservateur au fédéral. Okay? Mais c'est peut-être un choix de société qu'on veut faire. Okay? Alors, est-ce que les aides faussent la concurrence et l'innovation? Bien, encore là, les économistes plus traditionnels vont vous dire qu'on n'a pas besoin d'aide. Les entreprises doivent juste apprendre à devenir plus résilientes puis à se débrouiller. C'est les lois du marché. Okay? Donc, c'est aussi une philosophie qui est défendable, mais dont on peut poser la question si c'est la bonne chose. Donc, ces gens-là vont dire que les aides faussent la concurrence et l'innovation. Est-ce qu'on devrait redéfinir le rôle de l'État? Bien, je viens d'en parler. Est-ce qu'on devrait avoir une intervention structurelle, un meilleur filet social avec plus de déclencheurs je ne parle pas de façon universelle, je ne parle pas d'envoyer un chèque de 600$ à tout le monde. Okay? Je parle d'aider les gens dont j'ai présenté la situation tout à l'heure avec la MPC, puis les dépenses de consommation de base, puis où il reste 2500$ à la fin de l'année. Okay? Ça, comme je l'ai dit, c'est des chiffres à prendre avec un grain de sel parce que la situation est probablement pire que ça. Okay? Est-ce qu'il faut s'en aller vers un démantèlement de l'État-providence? Okay? Ça ne peut pas être plus pertinent que ce qu'il y a dans les médias en ce moment, ou il faut plutôt privilégier une approche plus ciblée et temporaire. Il n'y a pas de réponse définitive à ça. Okay? Mais il y a une réflexion à y avoir sur ce qu'on veut comme État, ce qu'on veut comme solidarité en termes que nous apportent les mesures de soutien public, puis comment est-ce qu'on veut protéger les consommateurs à faible revenu de ces crises-là. Alors, ma conclusion de tout ça, c'est que le soutien public est crucial en temps de crise, mais pourrait poser des défis de soutenabilité des finances publiques si ce soutien devient récurrent. Okay?
Je ne vous ai pas parlé vous avez remarqué, hein, ceux qui me connaissent, moi, mon dada ou mon champ de spécialisation, c'est surtout l'environnement, les changements climatiques. Okay? Mais tout ça fait abstraction de ça. Okay? Puis on sait que ça va coûter de plus en plus cher en termes d'adaptation. Comment est-ce qu'on va aider les gens qui sont victimes de feux de forêt, par exemple, qui ont perdu leur maison, les gens qui, depuis très longtemps, se sont installés en zone inondable? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Okay? On sait que la facture de ça, on peut bien ne pas la voir aujourd'hui, mercredi, mais ce qu'on voit dans les années 2025, 2030, 2035, que ces coûts-là vont être exponentiels. Mais ça, c'est pas là-dedans. Puis un gouvernement, n'importe quel gouvernement, nous, on était fonctionnaires, puis nous, on sert les gens qui ont été élus, puis on leur donne les meilleures solutions possibles. Tu sais, on a un gouvernement conservateur, c'est ça ton programme, donne-nous les meilleures choses pour qu'on puisse avancer notre programme. Un gouvernement libéral, c'est complètement apolitique. Okay? Mais ce dont on se rend compte, c'est les politiciens puis le gouvernement ont des arbitrages à faire, ne peuvent pas tout faire. Okay? Fait que si tu choisis l'option A, ça veut dire que tu mets de côté l'option B. Tu peux combiner A et B, mais tu laisses C. Okay? C'est pour ça que l'on voit des choses comme, moi j'ai travaillé avec Jim Flaherty, par exemple, l'ancien ministre des Finances, puis on disait, bien, est-ce qu'on va sauver l'industrie automobile? Il faut un autre plan de sauvetage. Est-ce que j'ai dépassé mon temps? OK, mais je vais vite. Puis, tu sais, là, il a présenté un programme pour dire, ben oui, on va sauver une troisième fois l'industrie automobile. Puis là, il me fait monter dans son bureau, puis il dit, François. Il dit, sais-tu de quelle circonscription je suis? J'avais pas mis d'antisudorifique, je deviens une lavette. Tu ne peux pas ne pas avoir la réponse devant un ministre. J'ai dit, je le savais, monsieur le ministre, mais je m'en souviens plus, là, j'ai comme un blanc. Il dit, Whitby. Ah, là, j'ai dit, tu sais, Whitby. C'est toute la circonscription où sont Windsor, toute l'industrie automobile, puis tout ça. Fait qu'il dit, demain, je vais demander à mon chef de cabinet de nous faire une petite réunion de 15 minutes, puis j'aimerais ça qu'avec la réponse que tu m'as donnée aujourd'hui, qu'on ne veut pas les aider, que tu réfléchisses puis que tu m'amènes avec une autre solution qui était « oui, on va les aider le lendemain ». OK? Alors, je pense que j'ai terminé là-dessus avec cette petite anecdote-là. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vais m'excuser pour mon mal de gorge aussi. Je suis désolé. Ça n'a pas paru. Ça n'a pas paru. On a le temps pour une question. C'était passionnant, là, mais on a le temps pour une question. Oui. Ben, c'est plus une question commentaire, là, parce que je trouve ça quand même surprenant que dans les mesures d'aide dont on parle, on ne propose pas d'augmenter les revenus. Parce que là, vous avez montré un graphique, la MPC, mais tu sais, les gens... Où est-ce que vous êtes? Je ne vous vois pas. Ici. Ah, OK, parfait. Okay. Excusez-moi. Un graphique avec la MPC, mais les gens à l'aide sociale, ils n'ont même pas la MPC. Là. Ils ont 50 % de la MPC. Fait que c'est sûr que donner un chèque de 500$, ça ne fait pas de différence vraiment dans leur vie. Fait qu'il me semble qu'augmenter les revenus serait une mesure plus structurante et utile. De vous parler de un revenu minimum garanti. Bien, juste augmenter l'aide sociale, déjà, bonifier l'aide sociale, oui. Être une solution. Puis il y a aussi du soutien public, il me semble, qui n'est pas toujours une dépense. Tu sais, si le gouvernement contrôlait les loyers, bien, ça aiderait quand même aussi les gens, puis ça ne coûterait rien financièrement au gouvernement de faire ça. Ça leur coûterait peut-être politiquement, mais pas financièrement. Parce que là, vous avez dit 35 % du budget au loyer, mais nous, ce qu'on voit dans nos consultations budgétaires, c'est pas 35 % là, que les gens consacrent, c'est 50, 60. Bon, c'est sûr, c'est une moyenne, puis ça dépend des revenus, là, mais fait que c'est ça. Bien, je veux dire, ça, encore là, vous avez probablement raison. Je l'ai dit que ces chiffres-là sous-estimaient la situation réelle. Puis, encore là, c'est une décision à avoir. Puis quand j'ai parlé d'arbitrage, bien, je vais prendre un exemple là, caricatural, OK? Bien, si on consacre de l'argent public à bonifier l'aide sociale, on a moins d'argent pour la filière batterie. T'sais? Je pense que c'est mieux que j'arrête là, parce que... Merci beaucoup, François Delhomme. Merci infiniment. Je remercie... je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci.